Pablo Escobar, le célèbre criminel colombien et chef de la mafia, exerçait une main de fer sur la pègre. Mais son accession au pouvoir ne s'est pas faite en solitaire. Son histoire est connue du monde entier, mais qu'est-il advenu des tueurs à gages et des associés les plus meurtriers de Pablo Escobar? Ces personnes, toutes aussi intimidantes les unes que les autres, ont fait en sorte qu'Escobar soit craint et obéi sur tout le continent. Où ses bras droits ont-ils fini après son horrible disparition? Découvrons-le. Premier point, John Jairo Velázquez. John Jairo Velázquez est souvent surnommé Popeye. C'est sa ressemblance physique avec le célèbre personnage de bande dessinée qui lui a valu ce surnom. Cependant, ce criminel intrépide a fini par subir une intervention chirurgicale pour corriger son menton saillant. Il existe des rapports sur l'origine de ce surnom, certains affirmant qu'il provient de sa promenade ostentatoire dans les rues de sa ville natale, dans une tenue au nombril éclatant. Le chemin de la notoriété de Popeye commence à l'âge de 18 ans, lorsqu'il rejoint les forces armées et les forces de police colombiennes, où il acquiert une formation cruciale et perfectionne ses talents. C'est par l'intermédiaire d'un ami que Popeye a rencontré Pablo Escobar pour la première fois. Peu de temps après, leurs destins se sont entremêlés et Popeye est devenu l'un des tueurs à gages les plus célèbres d'Escobar. Ses aveux personnels font froid dans le dos. Il a enlevé plus de 300 vies lors d'enlèvements très médiatisés, y compris de futurs présidents et vice-présidents colombiens, et a même coûté la vie à l'ancienne petite amie d'Escobar. L'ascension de Popeye vers la célébrité est entachée d'effusions de sang et d'une implacable soif de pouvoir. De manière surprenante, Popeye a comparé son existence en tant que tueur à gages à une journée typique sur le lieu de travail. Il a déclaré que son travail lui était facile et qu'il n'avait absolument pas besoin de stupéfiants ou d'alcool pour l'inspirer ou l'endormir. Il a admis avoir organisé des opérations qui ont coûté la vie à plus de 3000 personnes, y compris des attentats à la voiture piégée qui ont dévasté des quartiers colombiens. Popeye s'est retrouvé dans une situation périlleuse alors que l'empire d'Escobar succombait à la pression croissante. Après avoir réfléchi à tête reposée, il s'est rendu à la police colombienne et a été emprisonné de 1992 à 2414 sous divers chefs d'accusation, dont le trafic de stupéfiants, des allégations d'extorsion, de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Popeye a acquis une réputation à l'intérieur de la prison pour ses récits hilarants, qui a captivé ses compagnons d'infortune. Il a été libéré en août 2014 après avoir purgé 23 ans de prison, mais il préférait rester discret par peur de la vengeance de ses anciens compagnons et de la fureur des familles de ses victimes. Néanmoins, son indépendance a été écourtée. Popeye est à nouveau arrêté en 2018, cette fois pour conspiration et extorsion. Cependant, il est décédé d'un cancer de l'œsophage alors qu'il était encore derrière les barreaux en février 2020. Avant son arrestation, Popeye avait créé une chaîne YouTube en plein essor nommée Repentant, qui comptait plus d'1 million d'abonnés. Dans ses vidéos, il dénonce fréquemment la corruption et l'inaptitude du gouvernement. Il a également écrit un livre sur ses expériences en prison qui a inspiré la série Netflix Surviving Escobar. Popeye est toujours controversé. Certains le considèrent comme un simple représentant des relations publiques d'Escobar, plutôt que comme un véritable tueur à gages, tandis que d'autres doutent de sa sincérité. Popeye n'a cessé de rejeter la faute sur Escobar, refusant d'assumer la responsabilité des vies qu'il a prises. Deuxièmement, John Jairo Arias Tascan. John Jairo Arias Tascan, également connu sous le nom de Penina, était un membre éminent du cartel de Medellín qui a fait couler beaucoup de sang dans son sillage. L'enfance de Penina a été marquée par une vie de criminalité, car il est né dans la pauvreté. Il est entré dans le monde du volume dès son enfance dans la commune de Medellín, affinant ses talents de cambrioleur juvénile à l'âge de 12 ans. Il ne tarde pas à rejoindre un gang, pour finalement devenir tueur à gages à l'âge de 15 ans. D'après les rapports, Penina était une très bonne enfant. Le destin de Penina s'est mêlé à celui de Pablo Escobar, le chef légendaire du syndicat criminel, après que Penina se soit introduit dans l'une des voitures d'Escobar et ait volé un lecteur de musique. Escobar a reconnu le potentiel de Penina et l'a recruté au sein du cartel de Medellín après avoir été impressionné par son audace et son ingéniosité. Penina a rapidement gravi les échelons du cartel grâce à sa connaissance intime de la commune de Medellín et de ses habitants. Sa capacité à attirer d'autres personnes pour commettre des crimes contre rémunération a fait de lui un atout précieux. En réalité, c'est Penina qui a supervisé le premier assassinat du cartel de Medellín, l'assassinat de Rodrigo Lara, un homme important qui représentait une menace pour les activités du cartel. Penina était très impliqué dans les opérations illicites du cartel. Il a joué un rôle crucial dans l'assassinat de Rodrigo Lara et de Guillermo Cano Izaza, directeur du journal El Espectador.
Il a été impliqué dans l'explosion de l'immeuble El Espectador, la mort du colonel de police Jaime Ramírez Gómez, l'enlèvement et la mort de Carlos Mauro Hoyos, l'agression du gouverneur d'Antioquia, Antonio Roldán Betancur, et plusieurs autres crimes violents. Le règne de terreur de Penina a toutefois pris fin brutalement le 13 juin 1990. Monsieur Penina a tenté de s'enfuir par une fenêtre lors d'une descente de police à son domicile dans le quartier El Poblado de Medellín, mais il a été grièvement blessé à la cheville, à la tête et au bras droit. Il a fait de son mieux pour rejoindre sa voiture, désorienté mais déterminé, avant d'être accueilli par les forces de l'ordre. Lorsqu'il a été contraint de se replier dans son immeuble, il a eu un échange de coups de feu avec les policiers, ce qui a entraîné sa mort. Au moment de sa mort, Penina n'avait que 29 ans. Après la disparition de Penina, le cartel de Medellín a commencé à s'effondrer et à s'affaiblir. Numéro 3. Dandini Mosquera. Dandini Muñoz Mosquera, alias La Kika, était plus qu'une simple figure influente du cartel colombien de Medellín. Il était un sicario tristement célèbre, un tueur à gages responsable des atrocités les plus odieuses commises par le cartel. Muñoz Mosquera est né à Medellín le 27 août 1966, et son éducation semblait à 1000 lieues de la route sombre qu'il allait finalement emprunter. Son père était policier et sa mère évangéliste. Il a donc grandi avec une base spirituelle. La tentation du cartel de Medellín, cependant, était trop puissant pour que le jeune Muñoz Mosquera puisse y résister. À l'âge de 12 ans, en 1978, il se laisse convaincre par son frère d'entrer dans le gang Brands, qui ressemblait étrangement au légendaire boxeur Mike Tyson et était surnommé Tyson. Le surnom de Muñoz Mosquera, La Kika, vient de la ressemblance qu'il avait avec sa grand-tante lorsqu'il était jeune et de l'argot colombien qui désigne la grosse fille. Les liens de Muñoz Mosquera avec le cartel de Medellín se sont développés au fur et à mesure qu'il grandissait. Il est devenu l'un des hommes de confiance les plus puissants de Pablo Escobar. Les récits sur ses débuts diffèrent. Muñoz Mosquera a déclaré avoir servi dans l'armée colombienne dans sa jeunesse avant de la quitter en 1968. Il se souvient également d'avoir été emprisonné à plusieurs reprises pour des délits mineurs de volume. La popularité de Muñoz Mosquera a atteint son apogée en 1989, lorsqu'il a été désigné comme l'un des principaux responsables de la mort de Luis Carlos Galen, fondateur du nouveau libéralisme et candidat à l'élection présidentielle. Galen a été tué par un tireur anonyme lors d'un discours de campagne à Soacha. Muñoz Mosquera a été emprisonné à Bogota après sa capture, mais il s'est évadé en avril 1990 après avoir versé d'importantes sommes d'argent. Le casier judiciaire de Muñoz Mosquera s'allonge de plus en plus. Cependant, le règne de terreur de Muñoz Mosquera a pris fin lorsqu'il a été appréhendé une nouvelle fois, cette fois aux États-Unis. Il a été arrêté à New York en septembre 1993 après qu'on eut découvert qu'il voyageait avec un faux passeport. Il a été le premier homme à être condamné en vertu de la législation fédérale de 1956, qui criminalisait les attentats à la bombe contre des avions civils, et d'une loi sur le terrorisme de 1968, qui permettait aux étrangers d'être jugés aux États-Unis si au moins une des victimes était un citoyen américain. Muñoz Mosquera a commis de nombreux crimes odieux. Parmi ses actes les plus terribles, on peut citer l'attentat à la bombe contre le volume 203 d'Avianca en 1989, qui a coûté la vie à 110 passagers. Il est toujours incarcéré aux États-Unis, où il risque de nombreuses peines de prison à perpétuité pour ses mauvaises actions. Numéro 4. Carlos Mario. Carlos Mario Alzate Urquijo, également connu sous le nom de El Arrete, était un criminel colombien et un ancien tueur à gages des cartels de Medellín Los Extraditables. Alzate, né le 26 septembre 1961 à Medellín, était un proche compagnon du légendaire criminel Pablo Escobar. Alzate s'est fait connaître comme l'un de ses disciples les plus dévoués. Alzate a une longue histoire avec la famille Escobar. Sa mère, Catalina Urquijo, membre de la famille Escobar, était mariée au frère de Pablo Escobar, Roberto Escobar Gaviria. Ce lien familial a renforcé sa position dans les rangs du cartel. Alzate a fait la une des journaux au cours de sa carrière criminelle pour son implication dans de nombreux actes de violence très médiatisés. L'attentat contre un avion d'Avianca le 27 novembre 1959 est l'un des CA les plus marquants liés à Alzate. Il a été l'un des principaux responsables des préparatifs de l'attentat contre le chef du Parti libéral colombien, César Gaviria Trujillo. Alzate était également lié à l'attentat du théâtre Lioli et à de nombreux autres crimes violents. Ces crimes violents ont mis en évidence les tactiques impitoyables du cartel de Medellín sous la supervision d'Escobar. Alzate, également connu sous le nom de El Orete, était membre du gang de tueurs à gages du cartel dirigé par John Jairo Arias, également connu sous le nom de Penina.
Il a collaboré avec d'autres tueurs à gages notables tels que Dandinis Muos Mosquera, alias La Kika, John Jairo Velasquez, alias Popeye, et Francis Muo, également connu sous le nom de Tyson. Cette organisation a été impliquée dans un certain nombre d'agressions ciblées en Colombie, y compris contre des membres de la police. Alzate a accepté de se rendre aux autorités le 17 février 1993 à Medellín, sous la pression croissante de l'organisation Los Pepes et du bloc de recherche du gouvernement colombien. Il a d'abord été logé dans l'aile de sécurité maximale du pénitencier national d'Itagu. Plus tard, il a été transporté à la prison de La Picota à Bogota, où il a entamé des discussions avec le bureau du procureur général. Au cours de ces entretiens, Alzate a avoué ses crimes et revendiqué la responsabilité de l'attentat à la bombe perpétré contre l'avion d'Avianca en 1989, ainsi que sa participation à divers attentats qui ont coûté la vie à 49 autres personnes. Cette coopération avec le système pénal colombien visait à obtenir des récompenses judiciaires et à réduire sa peine potentielle. Son témoignage sur l'agression d'Avianca, cependant, n'a pas été reconnu par les juges américains dans l'affaire La Kika. L'individu a finalement été condamné pour l'attaque. Alzate a été libéré de prison le 27 novembre 2001. Cependant, après avoir quitté le centre pénitentiaire, il a été abattu de 2 balles dans le cou par un tueur à gages inconnu, mais a survécu à la tentative d'assassinat. Les autorités lui ont assuré sécurité et anonymat pour garantir sa sécurité. Selon certaines sources, Alzate a pris un nouveau nom et s'est rendu à Barcelone, en Espagne, où il vit aujourd'hui. Numéro 5, Álvaro Dérez. Ejes Agudelo, également connu sous le nom de El Limon, était un gangster colombien légendaire, tueur à gages et fidèle garde du corps du cartel de Medellín. Il était bien connu pour son implication dans la corruption et l'extorsion, et il a joué un rôle important pour assurer les intérêts des cartels, ainsi que ceux de Pablo Escobar. Était protégé. Il était chargé de recruter des troupes pour sécuriser le bastion du cartel, la cathédrale, et de garantir leur bien-être en leur fournissant les fournitures nécessaires, du matériel éducatif et un soutien financier à leur famille. À l'origine, fidèle compagnon de Roberto Escobar, alias El Osito, et frère du narcotrafiquant Pablo Escobar, la loyauté d'Agudelo a changé lorsque Roberto a fait face à son deuxième procès avec John Jairo Velasquez Vasquez, plus connu sous le nom de Popeye, et Otoniel de Jess González Franco, également connu sous le nom d'Otto. Après avoir servi Roberto, Agudelo est devenu le serviteur dévoué de Pablo Escobar. Agudelo est resté aux côtés de Pablo Escobar comme l'un de ses plus fidèles confidents pendant les 8 derniers mois de sa vie. De nombreux autres ont choisi de se ranger du côté de Los Pepes et ont été renvoyés, capturés ou livrés à la police. Agudelo est resté fidèle à son employeur jusqu'à la fin. Cependant, il s'est produit la même chose que ce qu'il craignait. Le 2 décembre 1993, un jour seulement après le 44e anniversaire d'Escobar, les unités de l'équipe de recherche se sont approchées du quartier de Los Olivos, où Agudelo se cachait avec son employeur, sur la piste d'Escobar, qui avait passé un coup de téléphone à son fils, Juan Pablo. Ils se sont approchés de la maison avec rapidité et force et ont enfoncé la porte. Dans un effort courageux pour défendre Pablo Escobar, Agudelo a ouvert le feu sur l'équipe de recherche, faisant preuve d'un engagement sans faille. Cependant, pris dans le feu croisé d'un bref mais furieux affrontement, Agudelo est mort dans la bataille avec les soldats en uniforme. La disparition de Lovaro de Jess Agudelo a marqué la fin d'une époque définie par l'impitoyabilité et la puissance du cartel de Medellín. Sixièmement, Juan Carlos Aguilar Gallego. Luis Carlos Aguilar Gallego, connu sous de nombreux noms tels que El Mugre, Tobas, Jerry, Sesenta et Caro Chocao, est un criminel colombien et un ancien tueur à gages lié au cartel de Medellín. Aguilar Gallego, né le 2 octobre 1950, à La Estrella, Antioquia, a joué un rôle important en tant que l'un des plus proches tueurs à gages et trafiquants de stupéfiants de Pablo Escobar. Aguilar Gallego était membre d'un groupe exclusif de tueurs à gages proches d'Escobar au sein du cartel de Medellín. Les autorités colombiennes ont accusé Aguilar Gallego en 18 mois d'avoir acquis un avion pour transférer 3000 kg de substances illégales vers les États-Unis. Il a également été associé à la mort de Carlos Mauro Hoyos Jiménez, procureur général de la Nation, le 25 janvier de la même année. Aguilar Gallego, membre important de l'organisation des tueurs à gages du cartel de Medellín, a été impliqué dans une série de meurtres ciblés d'agents de la police nationale colombienne dans la région de Val de Aburrá, à Antioquia. Escobar a promis une prime de 2 millions de pesos colombiens pour chaque officier tué. Le 19 juin 1991, Aguilar Gallego s'est rendu pour la première fois à la police colombienne,
avec Escobar, Popeye et Otto, dans le but d'être incarcéré à la prison de la cathédrale. Cependant, le 15 octobre 1992, il s'est rendu à nouveau. Aguilar Gallego a participé à l'évasion historique de la prison de la cathédrale, les 21 et 22 juillet 1992, coordonnés par des membres du cartel de Medellín, y compris Escobar lui-même. Aguilar Gallego vit dans la clandestinité depuis lors, échappant à la police colombienne qui le recherche toujours pour son rôle dans des crimes perpétrés pour le compte du cartel de Medellín. Les autorités enquêtent également sur son implication présumée dans l'attentat narcoterroriste contre un avion de la compagnie Avianca, qui a coûté la vie à 110 personnes, ainsi que dans la tentative d'attentat à la bombe contre le siège du DAS à Bogota. Selon des sources médiatiques citant la police colombienne, en 2017, Aguilar Gallego vivait en Espagne sous un faux nom, se faisait passer pour un prêtre et dirigeait une église dans la ville de Murcie. Septièmement, Jaime Rueda. Jaime Eduardo Rueda Rocha, né le 23 février 1956, était un criminel colombien dont le nom a été associé à l'un des crimes politiques les plus odieux du pays. Rueda Rocha, connu pour sa froideur, son agressivité et sa cruauté, est né dans une famille de paysans pauvres. Cependant, il est entré dans le monde des organisations armées illégales, alors qu'il n'était qu'un enfant. Rueda Rocha a commencé sa carrière au sein du 11e Front des Forces armées révolutionnaires de Colombie. Il finit par faire défection et devient populaire en tant que chef d'un gang connu sous le nom de Los Negritos. Au cours de cette période, il a rencontré Gonzalo Rodríguez Gacha, une personnalité impliquée dans le cartel de Medellín. Rodríguez Gacha, impressionné par les capacités de Rueda Rocha, l'a enrôlé dans un groupe d'élite qui recevait une formation paramilitaire de haut niveau dispensée par des mercenaires israéliens tels que Jair Klein. Jaime Eduardo Rueda Rocha a été chargé en 1989 de mener la première attaque contre le général Miguel Maza Marquez et l'homme politique Luis Carlos Galán. Rueda Rocha a assisté à plusieurs réunions importantes avec Pablo Escobar. Par l'intermédiaire de Jacobo Torregrosa, un policier à la retraite, ils ont infiltré l'unité de sécurité de Galán. Le plan prévoyait la constitution de 3 groupes de 5 tueurs équipés de mitraillettes et de fusils. Ils se positionnent sur la place principale de Soacha, et lorsque Galán entre sur l'estrade le 18 août 1989, Rueda Rocha a tiré avec son pistolet mitrailleur Ingram Model .380, tuant le candidat à la présidence. Rueda Rocha a été arrêté 1 mois après l'incident, ainsi que son demi-frère, Ever Rueda Silva, et les frères Chavez, Jaime et Enrique. Le 18 septembre 1990, Rueda Rocha réussit à s'évader de la prison de La Picota. Il s'est rendu dans la région de Magdalena Medio et a créé sa propre force paramilitaire composée de 150 hommes armés. Rueda Rocha a perpétré un autre acte horrible en mars 1912 en prenant la vie du maire de Puerto Boyaca, Gustavo Londo, et de 4 autres personnes. Sur la base d'un informateur, une escouade de 10 hommes du groupe d'opération spéciale de la police nationale a fini par identifier Rueda Rocha. Après une nuit de fête, Rueda Rocha et ses gardes du corps sont arrivés au restaurant La Variante aux premières heures du 23 avril 1992. Alors qu'ils s'apprêtaient à passer leur commande, une camionnette s'est arrêtée devant le restaurant et des agents du GOES en sont sortis. « Arrêtez, police !» crient les agents. Mais Rueda Rocha et ses associés ont réagi en tirant des coups de feu. Le combat a duré 30 minutes et a coûté la vie à l'agent de police Juan Castro. Rueda Rocha est décédé sur le coup, abattu alors qu'il tentait de s'enfuir en sautant par-dessus un grillage dans un pré. Numéro 8. Mario Alberto Castao Molina. Mario Alberto Castao Molina, alias El Chopo, était un célèbre tueur à gages et terroriste colombien et trafiquant de stupéfiants qui était un membre important du cartel meurtrier de Medellín. Castao, connu pour son attachement à Pablo Escobar, a été le principal responsable de la sécurité de ce dernier. Il est ainsi devenu l'un des membres les plus importants et les plus dignes de confiance du cartel. Avant son implication dans le cartel, Castao travaillait comme serveur dans un hôtel de Medellín, où il a rencontré Escobar lui-même. Les premières rencontres ont forgé un lien entre les deux, ce qui a conduit à l'intégration de Castao dans les rangs du cartel. Connu à l'origine sous le nom de El Tartamudo, ce qui signifie que le bègue, Castao Molina, a été associé au crime sous ce nom. Cependant, en raison de ses actions, Escobar le rebaptise El Chopo, un mot qui fait référence à une arme souvent utilisée dans les quartiers de Medellín.
El Chapo a bénéficié d'un entraînement intensif au sein du cartel et a fini par en devenir le chef militaire, CE qui lui a valu le surnom de roi des bandits, selon Pablo Escobar lui-même. Le règne de terreur de Castille, cependant, a pris fin lorsque Juan Carlos Londo, une autre figure importante du cartel, a été capturé et contraint de révéler à la police où se trouvait El Chapo. Le 19 mars 1993, un informateur cagoulé, dont on a découvert par la suite qu'il s'agissait de Juan Caca, a été arrêté lors d'une opération menée dans un immeuble de 20 étages où vivait Castao. Les forces d'élite du bloc de recherche, dirigées par Juan Caca, ont envahi l'appartement du 20e étage, rapidement mais discrètement à la fois. Castao, pris au dépourvu, a tenté de se protéger en prenant une arme de poing sur une table voisine et en commençant à tirer des balles en direction des intrus, alors qu'il était allongé sur son lit. Cependant, il n'a pas réussi à viser et les agents ont répliqué par un torrent de balles, ce qui a finalement coûté la vie à El Chapo, selon les rapports. Ce qui est arrivé à Mario Alberto Castao Molina a marqué la fin du dernier chef militaire du cartel de Medellín, CE, qui a porté un coup sévère à la structure du pouvoir et au règne de la terreur du cartel. Numéro 9. Hernán Dario Henao. Hernán Dario Henao Quintero, plus connu sous le nom de HH, était un membre clé du commandement militaire du célèbre cartel de Medellín. Il ne contrôlait pas seulement les opérations du cartel, mais aussi ses finances. L'un des éléments les plus importants est qu'il contrôlait également la célèbre Hacienda Nápoles, une luxueuse propriété construite par Pablo Escobar depuis le début des années 1980. La relation de HH avec Pablo Escobar a débuté en 1979, lorsqu'il s'est présenté à Escobar lors d'une fête d'anniversaire de mariage pour Pablo et Mara Victoria Genao Valero. En raison de ses relations antérieures avec la famille, HH devient rapidement un membre du cercle intérieur d'Escobar. HH est devenu une figure de proue, commandant effectivement le laboratoire des cartels de Medellín à Magdalena Medio. Plusieurs actions odieuses ont été menées sous sa supervision, sous la direction de HH et de Pablo Escobar. Enrique Lomertra, le précédent ministre de la Justice qui avait vigoureusement pris des mesures contre le cartel et fait pression pour l'extradition de la Colombie vers les États-Unis, a été tué devant l'université de La Salle le 30 avril 1991. En outre, le 23 juillet 1991, Henry Pérez, un chef paramilitaire qui avait précédemment révélé à la police l'emplacement de Pablo Escobar, a été enlevé sur les instructions de HH et d'Escobar. HH a recruté les alias Pachito et Raton pour commettre ce crime odieux pendant le festival de la Virgin del Carmen. Pachito et Raton ont également été arrêtés lors du raid qui a suivi. Dans deux cas, HH a été appréhendé. Le 17 avril 1987, à Puerto Triunfo, il a été arrêté alors qu'il était porteur d'une pièce d'identité portant le nom de Luis Carlos Ramírez Solorzano. C'est remarquable. HH a été libéré le 8 juin 1987 en tant qu'autorité aurait reçu une somme de $5,000, l'a considéré comme un détenu sans importance, sans rapport avec Avion et 24. La deuxième capture a eu lieu le 7 juillet 1990, lors d'une opération à l'Hacienda Nápoles. Escobar et ses lieutenants ont échappé à la capture, mais HH et plusieurs autres ont été rattrapés. Cependant, le 25 juillet 1990, la liberté de HH a été rendue à la suite d'une série de pots de vin coordonnés par Daniel Montero Carvajal, également connu sous le nom de Danielito, à des autorités corrompues. La lutte entre le cartel de Medellín et ses opposants s'est intensifiée. L'établissement de Los Pepes en 1992 constituait un grave danger. Au début de l'année 1993, Los Pepes ont réussi à enlever un certain Amarillo, un habitant de Medellín qui a finalement révélé où se trouvait Morillo, l'un des plus fidèles confidents de HH. Numéro 10. Gustavo Gaviria. Gustavo de Jess Gaviria Rivero, né le 25 décembre 1946, était le bras droit de Pablo Escobar et l'un des membres les plus influents du célèbre cartel de Medellín. Lorsqu'il était jeune, il avait l'habitude de voler les pneus des voitures et de cambrioler les guichets des cinémas. Il a même volé des pierres tombales dans des cimetières et les a rançonnées. Cette habitude de voler n'a pas disparu. Elle n'a fait qu'empirer. Finalement, il est passé de l'enlèvement de pierres tombales à l'enlèvement de personnes réelles et vivantes. Dans un CA, il s'agissait d'un industriel qu'il avait rançonné. Opérant uniquement dans l'ombre d'Escobar, Gaviria était responsable des finances et des circuits commerciaux du cartel, jouant un rôle extrêmement important dans leurs activités illégales qui durent depuis des décennies. Malgré son argent et la direction de son propre appareil militaire,
Gaviria a délibérément gardé un profil bas, préférant rester à l'écart des regards du public. Cette obscurité voulue lui a permis d'opérer discrètement, l'isolant du même type de popularité qu'Escobar. Cependant, son importance pour les activités du cartel ne peut être surestimée. La vie de Gaviria a été interrompue le 11 août 1990 pour des raisons inconnues. Selon certaines hypothèses, il aurait été blessé et serait décédé au cours d'une opération planifiée par le Bloc de recherche, un groupe d'intervention colombien spécialisé dans l'arrestation d'Escobar, et le démantèlement du cartel de Medellín. Certains pensent que ces faits ont été volontairement occultés afin d'éviter toute sanction de la part d'Escobar et de ses fidèles partisans. Cette opération du Bloc de recherche a eu de graves répercussions sur Escobar, qui considérait son cousin non seulement comme un partenaire précieux, mais aussi comme un membre de sa famille qu'il chérissait. Escobar a toutefois décidé de ne pas assister en personne à l'enterrement de Gustavo, au lieu d'écouter le service funèbre via une radio habilement reliée au prêtre qui préside les funérailles. Ce choix inhabituel montre l'équilibre précaire qu'Escobar doit trouver entre le deuil de sa cousine et la préservation de sa propre sécurité. Après le décès de Gustavo, Escobar a pris une décision cruciale. Il s'est rendu à la police. Il a toutefois mis en scène sa reddition d'une manière inhabituelle. Construire la cathédrale, une prison de son cru, où il serait gardé par ses propres et fidèles tireurs. Le décès de Gustavo, survenu 4 jours seulement après l'entrée en fonction du président César Gaviria, a suscité de vives inquiétudes. À l'époque, l'opinion populaire était que le président avait lancé une attaque agressive contre les narcoterroristes, CE qui a alimenté la détermination d'Escobar à riposter et à déstabiliser la nouvelle administration.